sera bien, je pense. Vous avez le droit des minutes. Bien. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette session que j'ai le privilège d'ouvrir. Et rassurez-vous, je vais le faire très brièvement puisque nous avons tous grande envie aujourd'hui d'entendre notre invité d'honneur, mais je ne voudrais pas ouvrir cette séance sans d'abord expliquer le point de départ de tout ceci, qui est quand même une occasion festive, puisque nous accueillons aujourd'hui à Sciences Po la conférence qui célèbre le 50e anniversaire du Journal of Common Market Studies, qui est la plus ancienne et la plus éminente des revues savantes d'études, non seulement de l'intégration européenne, mais même de l'intégration régionale comparée. Et nous sommes très heureux que l'occasion nous soit donnée à Sciences Po d'accueillir cet événement, parce que c'est aussi pour nous, en tant qu'institution académique, l'occasion de marquer l'intérêt que nous portons à la construction européenne dans toutes ses facettes, y compris, bien sûr, dans une lumière comparative. Et quelle meilleure affiche pourrait-on rêver pour célébrer cet événement que d'accueillir aujourd'hui quelqu'un que je n'ai même pas besoin de présenter, puisque sa carrière et sa figure sont connues très largement ici, à savoir Jacques Delors, que je remercie tout particulièrement de nous avoir fait l'amitié d'accepter de venir dans une période qui est particulièrement troublée. Alors, je vais d'abord donner un bref instant la parole à mes collègues Amy Verdun et Michel Signy, qui sont les directrices de la revue, qui vont nous dire brièvement en quelque sorte nous rappeler l'activité très importante de cette revue, et puis tout de suite nous allons nous tourner vers Jacques Delors pour lui donner la parole, à la suite de quoi nous aurons un échange de vues aussi ouvert et aussi intense que possible, eu égard au temps qui nous est compté. So, I don't know which. Moi, je commence en français, c'est possible. Je commence en français, c'est possible que je finis en anglais. Je regrette. Comme m'avait dit le professeur de Hous, Journal of Common Market Studies, JCMS, est le revue interdisciplinaire le plus connu, le plus respecté sur le sujet de l'intégration européenne, l'intégration régionale en fait. I have tried a little in French. I will switch to English. I do apologize. We publish articles on a range of subjects relating to European integration, European institutions, European public policy. We publish on issues to do with attitudes to European integration. We also are interested in publishing research on comparing Europe to other parts of the world, including ASEAN, for example. And increasingly, we are also interested in, of course, the subject we're here to talk about, economic integration. European economic integration, European economic governance. Journal of Common Market Studies was founded by a respected professor, Uwe Kitzinger, in 1962, and it's perhaps ironic that it was founded in the United Kingdom more than 10 years before the UK joined the European community. However, JCMS is now truly an international journal, an international journal which publishes research from all over the world, although we still, of course, an Anglophone, English language journal. So for those of you prospective researchers, budding researchers, please do think of us as a place to publish your research or for future publication. We really do want to encourage those of you also, not just political scientists, but also sociologists, geographers, to publish with us.
Before our esteemed speaker takes the floor, I'd like to hand over to Amy Verdun, my co-editor at JCMS. So thanks, Michelle. Sounds like are we all here? Yeah. It's a real honor to be here, and also thanks to Professor De Hoes for hosting. It's wonderful to see so many of you come out. For an opportunity to celebrate the 50th anniversary of the Journal of Common Market Studies, we could not think of a better person to speak to our journal, to our audience, and to celebrate with us the 50th anniversary. A Journal of Common Market Studies is an interdisciplinary journal in the sense of, as Michel Sini was saying, having a destination for people from all types of academic disciplines. But we also very much try to engage with the policy community. And on occasion we do print the thoughts of those who are truly engaged with the European integration project. So it's for that reason in particular that we are tremendously honored. Nous sommes très heureux que vous avez accepté notre invitation. C'est pour vous une opportunité de parler à ces personnes ici, mais aussi pour les étudiants partout dans le monde. Nous sommes très heureux d'avoir ce jour aujourd'hui pour cette célébration, cet anniversaire. Merci. Merci Amy, et je me tourne donc vers Jacques Delors en rappelant simplement que lorsque le principe de cette conférence a été arrêté il y a déjà plus d'1 an, nous étions déjà au milieu d'une période assez difficile de la vie de l'Union européenne, que les choses, bien sûr, ne se sont pas simplifiées depuis lors. Moins qu'on puisse dire est que le moment que nous traversons est un moment délicat, c'est un moment de grande incertitude, et partant, il est utile de chercher à bien comprendre d'où nous venons, pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes, et peut-être aussi d'esquisser les chemins qui s'ouvrent devant nous et les choix qui restent à faire. Et vous pouvez difficilement rêver meilleur pilote pour cet exercice que Jacques Delors, qui a non seulement suivi les questions européennes depuis très longtemps, comme tout un chacun sait, mais qui a surtout été un des architectes de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, et qui, partant, a de la machine une connaissance particulièrement approfondie, ce qui lui permet parfois de porter un jugement critique sur ce qui se passe. Mais précisément, je résumerai ma pensée très simplement en disant qu'en période d'incertitude, on a besoin de repères stables, et c'est pour ça, Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, je dois commencer cet exposé par vous dire une pensée émue que j'ai pour Richard Descoings, et une pensée qui est aussi admirative pour le travail qu'il a fait. Et je dois aussi, avec plaisir, rendre hommage aux travaux du Journal of Common Market Studies et au professeur Amy Verdun de l'Université de Victoria et Michel Simi de l'Université de Bristol. Et enfin, remercier Renaud De Hoes d'avoir facilité et pensé aussi la thématique d'aujourd'hui. Le titre qui m'a été proposé, disons imposé, la gouvernance économique de l'Union européenne, passé, présent et futur. Alors, une fois de plus, j'ai cherché dans ma bibliothèque si je pouvais, en 3 lignes, donner une définition de la gouvernance. Je n'y suis pas arrivé. Même après avoir pris 2 cachets d'aspirine, pas davantage. Depuis les propositions faites sur les structures de décision et d'action, jusqu'au mode d'exécution et même l'éthique de la gouvernance, sans oublier la responsabilité démocratique, j'y ai renoncé. Donc je me suis donc décidé à
à pratiquer une dialectique difficile entre les institutions, avec quand même quelques réflexions sur la philosophie des institutions au passage, les processus pour préparer une décision, sans entrer dans trop de détails, mais au sein de l'Union comme ailleurs, il faut préparer la décision, prendre la décision, puis l'exécuter, et enfin l'évaluation forcément peu objective, de ma part, des résultats confrontés aux différents défis qui ont été lancés depuis 70 ans à l'Union européenne. Ce qui me conduit à vous proposer la démarche suivante. Tout d'abord, et sans réjouir les aficionados, il faut que je rappelle, c'est incontournable, les données du débat entre méthode communautaire et méthode intergouvernementale. Elle est toujours au centre des polémiques et surtout, dans les périodes de crise, les positions se durcissent et compte tenu de la crise que traverse l'euro et l'Union économique et monétaire, vous avez sans doute remarqué que beaucoup d'auteurs américains réfléchissaient sur la structure de l'Union économique et monétaire en pensant, bien entendu, aux institutions américaines et au fédéralisme. Si vous lisez les articles, ils sont nombreux, publiés par des amis américains et canadiens aussi. Vous verrez qu'ils insistent beaucoup sur la structure jugée par la plupart insuffisante au départ de l'Union économique et monétaire. Ensuite, je vous suggère un retour sélectif sur le passé, en me concentrant sur le premier traité de la CECA. Tout était dans la CECA. Le traité de Rome de 1997, et puis je ferai un petit retour en arrière pour vous parler d'un moment institutionnel. Parmi d'autres, je veux parler de la chaise vide, la crise de la chaise vide, du début des années 60, provoquée par le général de Gaulle, la relance de 1985 avec l'acte unique et bien sûr le traité de Maastricht. Ensuite, ma démarche aboutira à une confrontation avec le test de la monnaie unique. Il s'agit d'une mutation radicale. Je crois que peu de gens ont soupesé ou pesé le poids que représente le passage à une monnaie unique par rapport à un marché unique. Marché unique, c'était déjà difficile dans les années 50, mais une monnaie unique, c'est différent et hélas, on s'en est aperçu. Et enfin, quelques mots d'une grille d'analyse pour le futur, en vous disant tout de suite que la méthode dépend aussi de la vision que l'on a de l'Europe. On ne peut pas dissocier vision et méthode. Donc, tout d'abord, une réflexion à propos des méthodes, et pour revenir à cette distinction simpliste entre les deux méthodes, la méthode communautaire et la méthode intergouvernementale. Et pour ceux qui ont le courage de suivre la campagne électorale française au jour le jour, il verra qu'il en est souvent question à propos de la nation, de la technocratie, etc. La méthode communautaire, je vais la caractériser très simplement pour la suite du discours. La méthode communautaire fait penser à la Commission, qui est l'instance imaginée par Jean Monnet et ses collaborateurs, une instance qui est chargée de discerner l'intérêt commun des pays et d'animer la discussion jusqu'à la prise de décision. Mais la méthode communautaire ne va pas sans un vote à la majorité. Majorité qualifiée ou majorité surqualifiée. Et j'y reviendrai en citant les propos de l'ancien président du think tank Notre Europe, Tommaso Padoa-Schioppa, qui sont très éclairants sur ce point. Et de l'autre côté, il y a la méthode intergouvernementale, qu'on peut illustrer par le Conseil européen, ou par le Conseil en général,
et dont la caractéristique est l'unanimité, donc le droit de veto. Voilà les deux méthodes schématisées pour essayer d'entrer dans la complexité. L'Union doit faire face, elle, à trois impératifs: l'efficacité, la légitimité et la nécessité. On ne dira jamais assez le poids de la nécessité dans l'histoire de la construction européenne. Peut-être pourrait-on le dire aussi pour les nations. Mais enfin, ce point est également important. Et donc, pour aller un peu plus loin, nous avions donc, dans la méthode communautaire, un triangle institutionnel: le Parlement, le Conseil et la Commission. Et puis au-dessus, la Cour de justice, puisqu'il ne faut jamais oublier que les grands inspirateurs de la construction européenne ont toujours pensé que, compte tenu des passés difficiles, dramatiques de nos pays et des habitudes prises, il faudrait agir sous l'emprise du droit. Il ne faut jamais oublier ça, puisqu'ensuite, je vais être obligé de parler du gouvernement par les règles et du gouvernement par la politique. Mais le droit a été l'élément constitutif, au lieu du concert des nations avec des accords particuliers ou autres. Eh bien, on se mettait d'accord sur certains principes et le droit était le rappel ultime. Et si on ne se mettait pas d'accord, la Cour de justice le tranchait. Et la Cour de justice, pendant cette période, a non seulement tranché des différends, mais elle a été aussi productrice de normes. C'est un fameux arrêt sur le cassis de Dijon qui m'a fait penser que l'on pourrait peut-être accepter que tout ne soit pas uniforme en Europe et que l'on puisse avoir des différences sous le signe de l'harmonisation et non de l'unification. À ce triangle, où je dois dire un mot du Coreper, c'est-à-dire le comité des représentants permanents du Conseil des ministres, qui est un organe central dont on parle peu, mais c'est lui qui prépare les décisions, qui se saisit des propositions de la Commission, et parfois même le Conseil des ministres lui laisse le soin, au nom du Conseil, de conclure. À ce triangle se sont ajoutées deux autres institutions, ce qui fait que le nouveau président de notre Europe parle d'un trapèze. Il y a le Conseil européen et il y a, depuis le traité de Lisbonne, le président permanent du Conseil européen. Le Conseil européen, qui est né dans les années 70 d'une manière pragmatique, puis ensuite officialisé dans les traités, le Conseil européen, c'est le point de discussion, un des points de discussion essentiels quand on discute entre Français. Parce que quand on parle par exemple de gouvernement économique, est-ce que le Conseil européen, composé des chefs d'État, peut devenir un gouvernement économique? Si bien que, pour prendre mon exemple, dans les 10 années où j'étais à la Commission, je m'attachais à ce que le Conseil européen prenne position sur de grandes orientations, mais n'entre pas dans le détail, ce qui voulait dire négociation, rappel technique, etc. Donc le Conseil européen, comme organisme fixant les grandes orientations, a joué un rôle essentiel depuis qu'il existe. Et, je le répète, pour la relance de 1985, sans lui, nous n'aurions pas pu y arriver. Mais il fallait le préparer soigneusement. Maintenant, on a tendance, au Conseil européen, de discuter plus en détail, puisqu'on ne se met pas d'accord au niveau du Conseil des ministres, puisqu'on ne se met pas d'accord au niveau du Coreper, alors tout remonte au Conseil européen et cela devient d'une confusion essentielle. Un de mes patrons, Pierre Massé, qui a succédé, un des successeurs de Jean Monnet au commissariat du plan, m'a toujours dit qu'il faut être inventeur de simplicité. J'ai toujours gardé cette phrase de mon côté. Donc le Conseil européen est une institution essentielle, mais il y a l'art et la manière, si je puis dire, de s'en servir. Et puis on a ajouté au traité de Lisbonne le président permanent du Conseil européen, personnifié par M. Van Rompuy,
il y a une expérience de plus d'1 an. J'en parlerai peu, non pas pour ne pas prendre parti dans la polémique entre la Commission et Van Rompuy de temps en temps, mais simplement parce que l'expérience est récente et on ne sait pas quelle est exactement sa place dans l'initiative, de concert avec la Commission ou sans la Commission, et comme honnête broker, comme négociateur. Je suis sûr que sur ce second point, il a eu un rôle positif. À lui, on a ajouté aussi une autre représentante aux affaires étrangères et à la politique de sécurité, mais ceci n'est pas dans mon sujet, même si la gouvernance économique parle aussi de commerce extérieur. La méthode communautaire, pour y revenir, est fondée sur 2 exécutifs, le Conseil et la Commission, 2 législatifs, le Conseil et le Parlement, qui maintenant a la codécision, et un arbitre, je l'ai dit, la Cour de justice. Aujourd'hui, nous sommes devant un système sui generis qui emprunte à la fois à la méthode communautaire et à la méthode intergouvernementale. Mais il me semble, pour prendre parti, que le droit d'initiative de la Commission, élément essentiel de la méthode communautaire, et je pourrais l'illustrer dans le débat, ce droit d'initiative, il est indispensable, mais aujourd'hui, il est un peu remis en question. Certains parlent de donner un droit d'initiative au Parlement. D'autres parlent d'initiatives qui pourraient être prises par 4 ou 5 parlements nationaux. Mais je crois que c'est absolument nécessaire, et pour la nécessité, et pour l'efficacité, et pour l'urgence. Deuxièmement, il me semble que la légitimité, tout au moins au niveau européen, est assurée par la codécision. Et le Parlement européen a fait un excellent travail, peu connu en France, peu connu en Grande-Bretagne, mais dans certains pays, on en parle un peu plus. Mais il a fait un excellent travail, y compris dans cette crise difficile, perturbante qu'est la crise de l'euro, pour adopter les textes qui étaient nécessaires. Et enfin, l'efficacité dépend à la fois des États membres et des institutions européennes lorsqu'elles sont chargées des politiques communes. Si j'ai commencé ainsi, c'est parce que, dans les faits, la méthode communautaire est reniée, soit dans les traités eux-mêmes, soit du fait du Conseil européen. J'y vois une source de complexité, à opposer à la simplicité que je mentionnais, une moindre efficacité et aussi un défaut d'expression publique, d'expression politique ou publique. Il faut penser à tous les non-européens qui regardent vivre l'Union et qui se disent, voyons, qui parle? Et ensuite, c'est devenu d'ailleurs un chœur à plusieurs voix avec la crise de l'euro. Mais qui parle? Donc, il fut un moment où le président de la Commission pouvait, avec toutes les précautions d'usage, en restant dans le domaine de ses compétences, exprimer un point de vue qui était noté dans les chancelleries des autres pays et autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'autant plus que la présence du président permanent complique aussi les choses. Donc, dans les faits, la méthode appliquée, je le répète, est sui generis, avec ses avantages et ses inconvénients. Une place plus grande est faite quand même à la politique par rapport aux règles. Le rôle d'impulsion du Conseil européen, c'est-à-dire les sommets. Je dois employer l'expression des sommets parce que maintenant, il y a des sommets aussi au niveau de l'Union économique et monétaire, demandés par la France. Donc le rôle d'impulsion des sommets, je ne le discute pas dans certains cas. Sur proposition ou non de la Commission, ça, c'est une autre affaire. Alors cette méthode sui generis, il faut bien l'avoir en tête pour comprendre les débats. Nous dirons entre ceux qui voudraient plus de communautaire et ceux qui voudraient plus d'intergouvernemental. À la fois pour des raisons d'efficacité ou pour des raisons qui tiennent au principe
car on retrouve aujourd'hui dans les discussions dans certains pays, et pas seulement en France, en Finlande, aux Pays-Bas, sans parler de la Grande-Bretagne, des discussions qui nous renvoient au début du marché commun, au début de la négociation européenne. C'est pour ça qu'il me faut maintenant faire un retour sélectif et rapide sur le passé. Et d'abord, l'événement majeur, le traité de la CECA. L'appel de Robert Schuman de 9 mai 1950. Un des professeurs de cette maison, René Raymond, a dit « Une initiative d'une audace inouïe à laquelle je ne vois pas de précédent ». Je crois qu'aujourd'hui, alors qu'on est en pleine crise, il faut se rendre compte de l'audace, du génie, du risque politique que représentait à l'époque l'appel du 9 mai 1950. Tout était dans le traité de la CECA, je vais vite. Le triangle institutionnel, sans codécision au début. Le droit d'initiative de la haute autorité, avec des pouvoirs plus importants que ceux inscrits en 1957 dans le traité de Rome. Un détail significatif, dans le traité de la CECA, la première institution citée était la haute autorité. Dans les traités suivants, la Commission passe au 3e rang. Et aussi, le vouloir agir ensemble face à une situation que vous connaissez. Il fallait reconstruire après la guerre et en même temps, le charbon et l'acier étaient quand même au cœur de la révolution industrielle du deuxième type. Et on pensait que ce vouloir agir ensemble engendrerait le vouloir vivre ensemble. Et ce vouloir vivre ensemble, il dépend pas simplement des valeurs ou des idéologies véhiculées par chacun, mais aussi par le sentiment qu'on a de l'interdépendance. Et je crois que c'est une notion qui est, dans les éclats de voix d'aujourd'hui, trop souvent oubliée. Ce qui a permis à l'Europe de se faire en dépit des difficultés pour ce qu'elle est, c'est qu'on a eu le sentiment, on a touché du doigt ces interdépendances. Et évalué sous l'angle économique et social, le résultat de la CICAR fut bon. Et par ailleurs, il a distillé des méthodes de travail qui ont continué ensuite. Le deuxième élément du passé, c'est le traité de Rome. C'est le deuxième grand saut. Et bien important pour ce qui concerne la nécessité. Je vous rappelle, c'est une anecdote, qu'au moment où on discutait ce qui allait devenir le traité de Rome, il y avait la France et la Grande-Bretagne ont envahi le canal de Suez. Réprobation générale des grandes puissances, États-Unis, Union soviétique, et Christian Pineau, le ministre des Affaires étrangères français, en constatant cela, a dit « Allez, la partie est finie ». Autrement dit, nous les Européens, si on continue à agir comme ça, dans le monde en devenir, où allons-nous? Bien sûr, la négociation du traité de Rome fut beaucoup plus difficile, vous le comprendrez, du point de vue des intérêts et aussi de la vision politique. Il s'agissait d'aller au-delà du concert des nations, cher à nos chancelleries, et des accords commerciaux classiques. Il a fallu admettre des exceptions, des dérogations, face aux perspectives de libération des biens et des services, en attendant celles qui allaient venir, des personnes et des capitaux. Et concevoir une commission avec moins de pouvoir que la haute autorité, mais le droit d'initiative. Élargir le domaine des politiques communes, pas seulement le charbon et l'acier, mais la plus célèbre d'entre elles, qui a donné lieu à tant de polémiques et de discussions, à laquelle la France est très attachée, à juste titre, la politique agricole commune. Et enfin, les premières institutions destinées à corriger les excès du marché. Et c'était les premières institutions financières qui ont été créées, ce qu'on appelait les fonds structurels à l'époque. Traiter en deux mots des résultats, tout d'abord, cela a amené un clivage très fort entre les pays européens. La Grande-Bretagne, en réponse au marché commun, a créé l'Association européenne de libre-échange. Nous étions dans un autre contexte. Une forte incitation de nos pays à la modernisation et à la croissance.
tout au moins jusqu'aux épreuves internationales des débuts des années 70. Autrement dit, il y a eu les Golden 60s, et puis après, les tristes, les difficult 70s, absence de convergence des économies des six, instabilité monétaire provoquée par le détachement de l'or du dollar et par la hausse des prix de l'énergie. Donc les années 70, les débuts des années 70 furent extrêmement difficiles pour l'Europe et pour l'Europe des six à l'époque. Mais à partir du début des années 70, donc la réalisation du marché commun n'avançait plus, tout était bloqué, non pas du fait de la Commission de l'époque, mais du fait qu'il fallait l'unanimité pour faire passer les lois qui permettaient de réaliser le marché commun, et il y avait toujours un veto de ci, de là. Et la stagnation économique n'arrangeait pas les choses comme à chaque fois. Voilà donc pour ce moment important. Et imaginez des pays qui diplomatiquement sont habitués à certaines méthodes, qui sur le plan économique peuvent conclure des accords commerciaux, faire du protectionnisme, jouer de leur monnaie, etc., qui tout d'un coup sont pris dans un système sous l'empire du droit, avec des règles et basé sur la liberté de circulation des biens et des services. Et durant cette période des Golden 60s, je reviens à ce moment institutionnel à souligner la crise de la chaise vide. Elle est due, d'une part, à l'impatience de l'avant-garde pro-européenne et pro-fédéraliste, et notamment le fameux président Hallstein, qui a quand même marqué l'histoire de la Commission, et de l'autre côté, aux réticences, notamment de la France, en ce qui concerne les limites de la souveraineté partagée, si je puis dire ainsi. Donc le président de la Commission, Hallstein, a voulu faire un coup de force. Il a fait bouger les lignes et il a voulu embarquer l'Assemblée européenne et indiquer une première voie pour un financement différent de la communauté. Mais la France s'est opposée et décide le boycott du Conseil des ministres. Cette crise a duré 2 ans. Si j'en parle, c'est parce que ceux qui suivent la campagne électorale en France voient que certaines menaces de ce genre reviennent. Bon, dans certains cas, ça serait la chaise vide, dans d'autres cas, ça serait l'application nationale. On est sorti de ces crises à Luxembourg, en 1965, avec la formule anglaise est meilleure que les autres, agree to disagree. C'est-à-dire accord pour constater le désaccord et continuer la discussion jusqu'à point de suspension. Vous voyez donc comment l'histoire revient dans une certaine mesure et que, évidemment, les pays, dans leur tradition, dans leur histoire, sont porteurs d'aspirations, de valeurs, de souvenirs, de drames et autres qui les marquent. Et voilà pourquoi j'ai voulu évoquer brièvement cette histoire de la chaise vide. Puis vint la relance de 1985, suite à une longue période de crise et de stagnation, favorisée par le sommet, je prends sommet pour Conseil européen, de Fontainebleau, sous la présidence de François Mitterrand, et dû au travail personnel aussi de François Mitterrand, pour régler quelques querelles de famille, et notamment la plus importante, les Anglais obtenaient de payer moins, le fameux chèque britannique. À partir de là, une relance a été faite, qui a été consacrée du point de vue juridique par le traité de l'acte unique. Quel est l'essentiel de ça? L'essentiel, c'est de faciliter la décision par le recours à la majorité qualifiée, en ce qui concerne notamment tout ce qui concerne le marché intérieur. Et enrichir le dispositif d'accompagnement, avoir une vision globale de ce qu'on appelle la cohésion économique et sociale, c'est-à-dire les droits et les devoirs de chaque pays pour faire en sorte que chacun puisse assurer son développement dans le feu franc de la compétition. Donc l'essentiel, c'était cela. Le dynamisme, dès que l'accord s'est fait,
Avant même que le traité ne soit signé, le Conseil des ministres adoptait les directives. Certains s'abstenaient, mais ils adoptaient. La machine reprenait. Et donc le vote à la majorité qualifiée est vraiment un des moteurs de la construction européenne, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Et le deuxième point, et c'est là où le Conseil européen a joué un rôle important, c'était la méthode des paquets. Il y a eu 2 paquets, en 88 et 92, un ensemble de dispositions qui offraient 2 avantages. Un cadre d'efficacité, on savait ce qu'on allait faire, et la garantie de ce qu'on allait faire pendant 5 ans. D'ailleurs, maintenant, on appelle ça les perspectives budgétaires annuelles, mais ça n'a pas la même dimension qu'un paquet où on résolvait bien d'autres problèmes. Donc, la philosophie de l'acte unique, j'y reviens par une formule qui m'est personnelle, je m'en excuse, mais je n'en trouve pas d'autre pour expliquer les choses. C'était la compétition qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit. Les résultats probants dans le climat général de l'Union, j'ai rarement connu un climat aussi euphorique que celui des années 87, 88, 89, disons. Peut-être si, au début de la CECA, le même climat. Et c'est d'ailleurs dans ce climat euphorique qu'ils ont décidé, conséquence ou inconséquence, de travailler sur la question de la monnaie unique, qui avait déjà d'ailleurs fait l'objet d'un autre rapport. Et les résultats furent probants en matière de croissance et d'emploi, puisque la période 85-92, nouvelle crise internationale, s'est traduite par la création de 15 millions d'emplois et un taux de croissance qui, en moyenne, était entre 2,5 et 3%. Mais tout n'était pas facile en dépit de cette euphorie. Par exemple, en ce qui concerne la politique économique extérieure, les grands rounds d'accords commerciaux internationaux, les Européens étaient très divisés entre eux, et à l'intérieur de la Commission aussi. Donc sur ce plan-là, l'aide au développement progressait, mais la politique économique extérieure était et est toujours difficile si vous voyez ce qui se passe à Genève dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est difficile aussi sur l'environnement, comme l'a montré le désastreux sommet de Copenhague, désastreux tout au moins pour les Européens, par la façon dont ils ont traité ou dont ils ont accepté d'être traités. Et puis, j'en viens maintenant, c'était mon 3e point, à cette épreuve, cette mutation radicale, la monnaie unique. Je ne retiendrai que ça du traité de Maastricht, puisque nous n'avons pas à parler aujourd'hui de la politique étrangère. La monnaie, c'est un symbole, c'est une synthèse des performances économiques et sociales, c'est un instrument de spéculation ou de discussion, de débats internationaux. Bref, le passage à la monnaie, c'est vraiment une mutation radicale. Et je crois qu'il faut avoir cela présent à l'esprit aujourd'hui pour comprendre les difficultés présentes. De 1999 à 2007, les résultats obtenus par l'Union économique et monétaire étaient très honorables. Le taux de croissance était un peu supérieur à 2% en moyenne. Il y a eu 12 millions de créations d'emplois, intégration de la zone en matière d'investissement et de commerce. Mais, comme je l'avais souligné en vain dès 1997, mais je n'étais plus président de la Commission, il y avait un chaînon manquant, la coopération. Je reviens à ça, compétition, coopération, solidarité. Le pôle monétaire, la Banque centrale européenne, avec un système de banque centrale bien conçu, conforme au traité des experts que j'avais présidé, une banque centrale indépendante, on en reparle aujourd'hui. Mais le pôle économique, rien. J'avais proposé un pacte de coordination des politiques économiques, il n'a pas été accepté. On s'est contenté d'ajouter à ce pacte de stabilité et de croissance. C'est fou comme les Français aiment les mots. Mais en réalité, c'était un pacte de stabilité budgétaire
purement et simplement. Pas de coordination, pas d'instrument de stimulation, de coopération ou de régulation. J'en concluais, pour ma part, dès l'année 2000, que l'Europe protège mais ne stimule pas. Ah, ne stimule pas, pourquoi? Parce que dans le fond, rappelez-vous le programme de Lisbonne de 2000, l'Europe, en dépit des progrès que j'ai marqués, l'Europe n'a pas atteint un potentiel de croissance et d'innovation qui pourront lui permettre d'assurer sa survie et son développement dans le monde. Eh bien, l'euro n'a pas stimulé, mais il a protégé. Et j'ajoutais un peu méchamment et un peu vulgairement qu'il a protégé même des bêtises qui ont été faites par certains pays. Les crises, jusqu'au moment où intervient la crise financière internationale, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les rides du visage de l'Union économique et monétaire, notamment par l'excès de l'endettement, mais pas simplement, mesdames et messieurs, de l'endettement public, et aussi de l'endettement privé. La crise espagnole et les crises irlandaises sont surtout des crises de l'endettement privé. Quant à la gouvernance, à partir du moment où il y a eu la crise, elle a été désastreuse, franchement désastreuse. L'Union économique et monétaire est intervenue trop tard. À chaque fois qu'elle est intervenue, c'était trop peu. Et il y avait ce fameux chœur à plusieurs voix qui mérite un mot. On peut s'en sortir par des diatribes contre les marchés et les spéculateurs. Mais il y a dans le monde non seulement des spéculateurs, mais des gérants de fonds énormes pour la retraite, pour l'assurance vie et autres éléments. Et ces gens qui tous les jours regardent les marchés, qui ont des experts, se disent alors que va faire l'Union économique et monétaire, et on entend 4 ou 5 voix différentes. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que cela marche? Donc les exigences d'une monnaie unique, pourtant soulignées par le rapport préalable du comité des experts adopté en 1989, ont été politiquement et techniquement sous-estimées. Et donc on ne sortira pas à la fois de la crise internationale et de la crise de l'euro sans avoir une évaluation ambitieuse et rigoureuse de ce qui est nécessaire pour avoir une monnaie unique. Du point de vue de la gouvernance, que je n'ai pas définie, il faut en déduire, au-delà de l'appréciation politique que l'on peut porter sur les comportements de nos dirigeants, ce n'est pas le moment en France que je vous parle de ça, cela a montré l'insuffisance d'un gouvernement par les règles. Soit qu'elles ne soient pas appliquées, elles ne le furent pas pour la France et l'Allemagne en 2004 et 2005, soit que les sanctions soient jugées insupportables et donc a priori même on les réduit, soit que la règle ne puisse constituer une réponse politique à un problème de politique économique face à tel ou tel événement. Pour être en mesure de réagir à temps et avec des moyens appropriés et de faire un bon usage de l'expression publique, j'insiste beaucoup sur ce point, il faut une plus grande délégation de souveraineté pour ceux qui décident et qui exécutent. Une plus grande délégation de souveraineté. Alors, jusqu'à quel point, dans quelle mesure, ça fera l'objet d'une conférence l'an prochain que vous organiserez à Vancouver ou à Bristol ou à Victoria. Je ne peux que poser les questions. Dans quelle proportion, compte tenu de la diversité des situations nationales et de l'attachement à certains acquis? Je vous rappelle qu'il n'y a pas qu'un seul modèle social dans l'Union économique et monétaire. Je vous rappelle que les évolutions démographiques sont différentes. Est-ce que si j'étais membre de la Commission, je pourrais édicter des règles générales pour la retraite valables pour tous les pays? Évidemment non. Avec quelles institutions complémentaires pour assurer la convergence et la régulation? La régulation nécessaire de la monnaie et du marché de l'euro, la convergence des économies avec des instruments appropriés. Et avec quel schéma institutionnel qui soit plus simple,
plus efficace et plus cohérent. Donc, je résume ce point qui est vraiment important et qui est dans le contexte actuel en disant qu'on ne fera pas l'économie d'une réflexion générale sur cela. La crise internationale n'est pas terminée, la crise de l'euro ne l'est pas non plus, la spéculation, les marchés, mais aussi la spéculation sont aux aguets. Aujourd'hui, les taux de rendement espagnols, emprunt d'État, sont à nouveau au-dessus de 6%, et le taux allemand est à 1,6, son taux le plus bas. La France est environ près de 3%. Bref, rien n'est réglé. Certains disent « ils nous harcèlent ». Ça ne sert à rien de se plaindre, il faut trouver les réponses. Et les réponses résultent, à mon avis, dans une réflexion à la fois institutionnelle, économique, sur ce que pourrait être l'union économique et monétaire. Il y a un point que j'avais sous-estimé dans le rapport de 1989, comme dans mon action à la présidence de la Commission. J'avais sous-estimé qu'un marché unique avec une monnaie unique renforcerait les divergences entre les États si on n'y prenait pas garde. Alors on peut dire d'un certain côté que c'est la faute des États en difficulté. Non, objectivement, un marché unique et une monnaie unique amènent une divergence de plus en plus grande entre les performances des uns et des autres. Je laisse de côté l'appréciation que l'on peut porter. Et il faudra remédier à cela, d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs la réponse qui avait été apportée pour le marché commun en général par la cohésion économique et sociale. Et on ne s'en sortira pas en parlant de compétitivité dans les mêmes termes qu'il s'agisse de la Grèce, de l'Espagne, de l'Allemagne ou de la France. Ça n'avance à rien. C'est d'une légèreté incroyable. Comment voulez-vous que la Grèce, l'Espagne, copie le modèle allemand, qui est un modèle historique, fondé d'ailleurs sur les grandes qualités du peuple allemand et certains principes très importants du point de vue de la gestion économique. Mais ça n'est pas possible. Donc, si l'on veut continuer à vivre ensemble, il faut faire preuve d'une audace à la fois institutionnelle et gestionnaire du point de vue économique. Ce qui m'amène donc, pour terminer cet exposé, à vous dire deux mots de l'avenir, en vous disant que la méthode est inséparable de la vision. On le voit bien dans les discussions, qui ne sont pas que françaises, je répète. Vous voyez par exemple le refus de la Finlande de faire un geste de solidarité de la Grèce à la Grèce sans contrepartie. Vous voyez le raidissement des Pays-Bas. Donc c'est un problème un peu plus général. Il y a le retour à un nationalisme rampant qui arrange bien les hommes politiques pour flatter leur opinion, ils croient les flatter, et qui leur fait sous-estimer ce que le monde devient et qui me fait croire depuis 1970 que l'Europe n'a le choix qu'entre deux solutions, le déclin ou la survie. Mais ne comptez pas sur moi pour badigeonner de rose ce qu'on appellerait le déclin. Donc, le résultat de cette situation aujourd'hui, c'est que les problèmes de l'euro ont occulté les autres problèmes de l'Europe. Par exemple, pour ne pas les perspectives budgétaires, l'environnement, les problèmes de voisinage, les nouveaux élargissements possibles. Tout ça a été occulté. Donc l'euro a pesé d'une manière très forte sur l'Europe de ces dernières années. Et je voudrais essayer de rééquilibrer un peu tout cela. Après ce que je vous ai dit sur la nécessité d'une audace pour l'UEM, l'autre point important que je voudrais faire retenir par vous, c'est l'importance de l'intégration différenciée. L'intégration différenciée, ce n'est pas l'Europe à plusieurs vitesses. C'est le constat qu'à un moment donné, certains pays vont aller plus loin dans la souveraineté partagée, de façon à entraîner l'ensemble, mais tout en respectant les règles. Ce n'est pas nouveau.
Les accords de Schengen, c'était l'intégration différenciée. L'euro, c'est l'intégration différenciée, puisque 2 pays ont demandé un opting out, dont la Grande-Bretagne. Et il y a même maintenant une base institutionnelle pour ça. C'est la coopération renforcée, qui, merci Renaud, a été déjà traitée dans Amsterdam et pas simplement au traité de Lisbonne. Donc, la coopération renforcée permet d'insuffler du dynamisme à une partie de l'ensemble tout en respectant les règles générales. Donc la première audace pour l'UEM, c'est d'en faire vraiment une coopération renforcée au sens institutionnel du terme. Si l'on est d'accord sur cette idée d'intégration différenciée, et tout le monde n'est pas d'accord. Je me souviens, ces 5-6 dernières années, du refus de la chancelière allemande, de Mme Merkel, de parler de coopération renforcée parce que, disait-elle, cela amène une coupure entre les pays et compte tenu de la situation géopolitique de l'Allemagne, on comprend ces réticents, enfin on les comprend. On essaie de les comprendre, mais cela constitue un frein pour l'Europe. Il y aurait donc, dans les années à venir, 2 Europes. La grande Europe et la coopération renforcée de l'Union économique et monétaire. Pour la grande Europe, ma vision est à la fois ambitieuse et modeste. Elle est ambitieuse car elle viserait à faire de l'Europe élargie une sorte de référence pour toute tentative d'organisation dans le monde ou à l'échelle du monde. Et vous avez fait appel tout à l'heure, Madame le professeur, à l'ASEAN. Il fut un moment où l'ASEAN nous demandait de venir expliquer ce que représentait l'Europe. Il y a eu bien l'Union du Maghreb arabe, ça a moins bien marché, et il y a aussi l'expérience du Mercosur. Donc il me semble que la grande Europe, c'est aussi, alors tout le monde parle de régulation mondiale et autres, c'est aussi une manière de dire, voilà, nous avons réussi avec des États souverains à réaliser un ensemble qui permet de vivre mieux, d'agir mieux, de se comprendre entre nous, avec la primauté du droit, élément essentiel, la clarification des compétences. C'est le grand reproche que je fais au traité de Lisbonne, c'est de ne pas avoir bien distingué dans les compétences européennes et dans les compétences nationales. Les compétences partagées, ça n'a jamais, même si on essaie de me convaincre que les compétences partagées, ça marche. Gaëtan Nioul, qui est là, vient de sortir un livre sur la Fédération des États-nations, où elle défend les compétences partagées. Mais je reste un peu sceptique sur ce point. Et le progrès du vouloir vivre ensemble, avec des politiques d'accompagnement que cet objectif exige. Et, bien sûr, c'est l'avis de pas mal de chercheurs français, le marché commun est la pierre d'angle de tout cela. Il ne faut pas simplement le voir en termes économiques, en termes de change, en termes commerciaux. Il faut le voir aussi comme à mesure où il crée quelque chose. Je le répète, un vouloir agir ensemble qui peut peut-être se transformer en vouloir vivre ensemble. Mais cette grande Europe, j'en ai une vision modeste, car il ne s'agit pas d'aller à un fédéralisme classique, qui ne serait d'ailleurs pas accepté. Car cette grande Europe ne prétend pas gouverner le monde, même si nous avons des passés glorieux. Et là-dessus, je me réfère à celui qui a le mieux pensé ça, c'est Václav Havel. Vous pourrez retrouver ses écrits dans lesquels il explique que l'Europe ne doit plus avoir l'idée de la nostalgie de dominer le monde, mais elle doit avoir plutôt l'ambition d'être exemplaire et de montrer une voie pour plus de paix et plus de compréhension entre les peuples. Voilà donc pour la grande Europe. Pour l'Union économique et monétaire, il ne peut s'agir que d'une... Bien sûr, il y a la question de la majorité qualifiée, qui se posera là aussi, ou super qualifiée. Mais on ne pourra pas toujours décider à l'unanimité. Donc il faut une intégration renforcée sur le plan fiscal et dans certains domaines sociaux, mais avec les réserves que j'ai faites,
sur la diversité. Il faut des instruments ad hoc pour plus de coopération et plus de solidarité. Il faudrait qu'on ait un fonds de régulation. Il faudrait que l'on ait les eurobonds, qui est une meilleure réponse que toutes celles que j'entends actuellement pour résoudre les problèmes d'avenir. Et il faut des institutions simplifiées, avec le monopole du droit d'initiative de la Commission, qui est là fortement contesté, et un seul interlocuteur essentiel pour l'extérieur. Alors là, les questions institutionnelles, c'est très compliqué. M. Trichet a parlé d'un ministre des Finances pour l'Europe. Enfin, si c'est pour faire un deuxième haut représentant, non. Il faut simplement être plus simple. Mais j'insiste beaucoup sur la question du vote à la majorité. Et là, je vais vous citer un de mes maîtres, qui malheureusement disparu, Tommaso Padoa-Schioppa, qui disait « La paralysie provoquée par le pouvoir de veto n'est pas une défaillance de l'Union. Elle est tout simplement une absence d'union. La capacité de décision, et c'est là le paradoxe de toute union, n'existe que si on est capable de décider dans le désaccord. » Ces phrases sont fondamentales pour penser l'avenir de l'Union économique et monétaire. Dans les deux cas de figure, il y a une proposition commune, un peu plus de fédéralisme. Pour la Grande Europe, une fédération des États-nations, dont j'ai déjà esquissé quels pourraient être les principes. Et pour ce qui est de l'Union économique et monétaire, une intégration plus poussée qui concerne à la fois l'économique, le monétaire et une partie du social. Et comment réaliser cet équilibre entre les règles et la politique? Car même dans l'Union économique et monétaire, il faut des règles. Comment réaliser plus de coopération, plus de solidarité, plus de cohérence dans la représentation, plus de simplicité, qui est une condition de l'efficacité, et aussi pour améliorer la démocratique accountability? Je crois que c'est là que les questions qui se posent pour l'Union économique et monétaire, mais encore une fois, n'écoutons pas ceux qui disent que la crise est terminée ou que le gouvernement économique, c'est le sommet de l'Union économique et monétaire. Tout ça, ce sont des bavardages ou des séductions inutiles. Une audace institutionnelle, économique et politique est nécessaire pour sauver l'Union économique et monétaire et assurer son avenir. Car ce qui est en cause, je vous le dis, la mutation monétaire est plus radicale que toutes les autres mutations. Et par conséquent, tout en ne se désintéressant pas de ce qui se passe au jour le jour, d'y apporter des solutions. Moi-même, je le fais par le plaidoyer notamment pour les eurobonds, des eurobonds qui seraient raisonnables, mais qui appelleraient une part de mutualisation raisonnable dans le sein de l'Union, qui permettrait à l'euro d'avoir un marché libellé en euros de titres, ce qui est important pour lui. Tout cela mérite une audace, je le répète, institutionnelle, économique et politique. Est-ce que nos dirigeants le feront? Est-ce qu'ils se contenteront toujours d'être des pompiers qui arrivent en retard? Ou bien seront-ils des architectes? Telle est la question qui demeure. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce grand tableau dans lequel vous nous avez justement rappelé qu'on ne peut pas parler du futur sans faire un retour en arrière prolongé et sans comprendre d'où nous venons, les racines des problèmes, mais aussi les éléments, peut-être, soyons optimistes, les éléments de solutions que l'on peut entrevoir. Je ne pense pas trahir votre pensée en disant que vous n'avez pas été d'un optimisme dévastateur. Je ne vous ai pas entendu pessimiste non plus, mais enfin, vous avez bien souligné que nous étions, je dirais métaphoriquement, au milieu du Rubicon et qu'il fallait maintenant décider. Il y a aussi un pessimisme de la volonté, comme disait Gramsci. Le pessimisme de la volonté, oui, il est parlé. C'est un raccourci un petit peu brutal.
Toujours est-il que précisément c'est une invitation à la discussion et je vois que nous avons maintenant une cinquantaine de minutes pour une série de remarques, commentaires que je vous invite à faire relativement court, présentés de façon brève pour que les échanges soient aussi rapides que possible. Nous devrions avoir, je l'espère, un micro-baladeur, donc le voilà qui arrive en courant. Et je vois qu'une première main se lève devant moi, donc je donne la parole. Je vais peut-être vous demander à chacun, à votre tour, de vous présenter en 2 mots pour que le public sache qui vous êtes. Pino. Merci. Pino Ciavarini Azzi. Monsieur le Président, comment voyez-vous le rôle joué par la Commission européenne actuelle dans la crise d'aujourd'hui? Merci. Question simple qui appelle une réponse compliquée. Personnellement, moi, depuis 4 ans, je défends l'institution parce qu'elle est brocardée, parfois méprisée. J'ai connu ça en France ces 6 dernières années, parfois méconnue. Donc je défends l'institution parce que mon arrière-pensée était dans mon exposé. Il faudra, pour l'Union économique et monétaire, une audace institutionnelle et pas simplement des éléments raisonnables, réalistes, de gestion économique, financière, monétaire. Sur le fond, cette commission, donc, elle a été placée dans de très mauvaises conditions. Et bien entendu, il était difficile pour elle de se sortir de cette situation. Je n'aurais que 2 points à ajouter. Pour moi, le président de la Commission et la Commission sont au service des États. Ce sont les États qui décident. Mais le droit d'initiative est très important. Si j'ai 1 minute pour citer un cas personnel, vous qui êtes mon collègue à la Commission, vous en rappellerez, quand je suis arrivé, ou quelques mois après, je me suis dit, ça serait bien si on avait un bon système d'échange d'étudiants. Et donc je dis au commissaire chargé, voyez avec les ministres de l'Éducation si on peut trouver une solution. Il n'y arrive pas. Alors il fallait l'unanimité. Je passe sur le florilège des objections faites, compte tenu de ce qu'est actuellement le succès d'Erasmus. Mais je passe là-dessus. Et par conséquent, je m'adresse au président du Conseil européen. Vous savez qu'il y a des sommets réguliers du Conseil. Je lui dis, écoutez, voilà un projet qui me paraît à la fois utile, sympathique, Europe des citoyens aussi. Et la présidente du Conseil me dit, je vais me renseigner, je vous rappellerai. Elle me rappelle en me disant, vous savez, vous n'avez aucune chance, ils ne sont pas d'accord entre eux, puis ça va coûter de l'argent. Bon. Ben, je lui dis, puisqu'il en est ainsi, madame, au prochain Conseil européen, lors de la conférence de presse, j'expliquerai, comme président de la Commission, que notre initiative a été rejetée. Autrement dit, que les États membres ne sont pas d'accord pour créer un système qui permettrait les échanges d'étudiants. Eh bien, le droit d'initiative a exercé son plein effet, car le Conseil européen a adopté une orientation de principe qui a permis le programme d'Erasmus. Donc, je dirais, en pensant à la Commission actuelle, le droit d'initiative est peut-être la seule arme que vous avez quand les politiques ne font guère attention à vous. Deuxièmement, la Commission est un collège. Et donc, ce n'est pas une cohorte d'aventures personnelles. Et si c'est un collège, il doit y avoir des règles d'or,
ne parler que si la Commission a déjà tranché, ne pas faire des conférences de presse à l'avance pour forcer la Commission à adopter tel ou tel projet. Ça se fait beaucoup en France ou dans d'autres pays, mais ça ne devrait pas se faire au niveau de la Commission. Elle doit être impeccable, la Commission, comme la femme de César, impeccable pour pouvoir lutter à la fois contre la vocation, la prétention de certains pays à tout régler au niveau du sommet, et aussi peut-être pour aider M. Van Rompuy. À supposer qu'ils veulent être aidés, mais ça, je ne suis pas sous la table, je ne peux pas vous le dire. Merci. Avant de donner la parole à Jean Lecas, que j'ai vu lever la main, je voulais peut-être prolonger ce propos par une question précise, puisque la défense classique de M. Barroso, quand on lui reproche de manquer d'audace, consiste à dire que dans une commission élargie, puisqu'elle comporte un commissaire par État membre, il est beaucoup plus difficile d'avoir de l'audace. Alors, nous avons toujours dans les traités une disposition qui prévoit une réduction du nombre des commissaires à la lumière de presque une décennie de commissions élargies. Avez-vous l'impression que c'est un problème réel? Oui, c'est un problème réel, mais difficile à régler, parce que chaque pays veut avoir son commissaire, développant l'idée mythique selon laquelle tout se passe à Bruxelles. Donc ils veulent chacun, Malte, Chypre. Moi, à un moment donné, j'avais pensé qu'on pourrait faire des constituencies, c'est-à-dire que certains pays dégageraient un commissaire. Et puis ce commissaire, quand il fait bien son travail, il peut aller devant son Parlement national et parler. Moi, évidemment, je suis mal placé pour parler, puisque je n'avais que 17 commissaires. J'ai l'impression qu'on peut quand même, à la condition de leur dire 2 tours de table, chers amis. Premier tour de table, vous exprimez vos appréhensions ou vos aspects, vos vues positives sur le projet qui est en cause. Vous pouvez même faire allusion aux difficultés dans votre pays. Deuxième tour, où est l'intérêt européen? Et si on n'est pas d'accord, on vote. Ça, le vote, c'est quand même un instrument excellent de discipline. Petit rappel qui a son importance. Merci. Jean Lecas. Je vais vous demander de prendre le micro. Je suis heureux que vous ayez fait une large part aux problèmes institutionnels. Mais cela me pose une question. La réforme institutionnelle que vous appelez de vos voeux, avec modestie, prudence, peut-elle être faite en période de crise? Certains le soutiennent, d'autres disent au contraire, il faudrait plutôt une période d'eau calme. Or, nous sommes en période d'une crise qui tient notamment à ce que les États membres n'ont pas du tout la même vision de la manière de faire face à la crise. Le gouverneur de la Banque centrale allemande, j'ai devant moi une prise de position, les pays à déficit doivent s'ajuster, ils doivent traiter leurs problèmes structurels, ils doivent réduire leurs demandes intérieures, ils doivent devenir plus compétitifs et ils doivent augmenter leurs exportations. Fin mars 2012, gouverneur de la Banque centrale allemande. Je ne pense pas que même le candidat Sarkozy ferait ce genre de proposition. Ce genre de proposition. Oui. Hein? Même lui. Oui. D'ailleurs, son prédécesseur était considéré comme un socialiste, c'est bien connu. Donc vous avez tous ces problèmes, l'austérité contre-productive, faut-il le fait que l'euro tout seul empêche les pays de dévaluer, les 2 thèses sur la fiscalité, compétitivité fiscale contre intégration fiscale, tout ceci sont des problèmes qui appellent, me semble-t-il, des décisions dans ce qu'on pourrait appeler le relativement court terme. Or, les institutions doivent être mises sur pied pour des choses de plus long terme. Voilà mon problème, et c'est pourquoi je voulais opposer Delors à Delors. Quand vous proposez, vous avez fait ça dans le Figaro il n'y a pas longtemps, une communauté économique de l'énergie, j'ai le sentiment que là, vous revenez à la méthode CECA,
Vous reculez devant des réformes institutionnelles grandioses et vous cherchez dans un domaine de politique publique, et quel domaine, à voir comment l'on pourrait progresser, ce qui serait peut-être un progrès, parce que peut-être là on pourrait avoir des votes à la majorité. Mais ailleurs. Cher professeur, si j'ai proposé la communauté européenne de l'énergie, ce n'était pas parce que j'ai pensé qu'elle réglerait les problèmes de l'euro. C'est pour deux raisons. Le choc de Copenhague est venu confirmer mon appréhension. Et quand je voyais les visites faites par plusieurs chefs de gouvernement à M. Poutine, chacun pour avoir un peu plus les faveurs de la Russie concernant le gaz, je me dis, et ils parlent de politique extérieure commune. Par conséquent, il fallait proposer quelque chose qui leur dise l'énergie, c'est un élément essentiel de votre statut, de la considération que l'on a pour vous, et aussi peut-être un moyen de vous mettre d'accord entre ceux qui renoncent au nucléaire et ceux qui vont continuer à le faire. Mais cette communauté européenne de l'énergie, il lui manquait quoi? Il lui manquait simplement un conseil européen et un conseil des ministres, parce que pour le reste, le marché intérieur, le développement des infrastructures, tout est prévu. Mais je vous dis, ça me fait mal au cœur en tant qu'Européen, si je peux parler vulgairement, de voir tous ces pays tendre la main et donner à la Russie un rôle incroyable. Et quelle considération a-t-on pour nous? D'autre part, l'Allemagne a fait la décision, vous savez, sur le nucléaire. Cela implique des concertations entre nos pays pour savoir comment assurer l'approvisionnement, la sécurité et l'indépendance de l'Europe. C'est la raison de la communauté. Elle ne s'oppose pas à ce que j'ai dit pour le reste. Pour le reste, je vous ai dit trop part et trop peu. Bon, mais c'est fait. Mais aujourd'hui, au moins que les pompiers veuillent être un peu des architectes. Par exemple, il fut un moment dans la crise où les marchés eux-mêmes demandaient des eurobonds. Sur les eurobonds, toutes les propositions raisonnables ont été faites sont sur la table. Elles ont été faites même par des collègues économistes français qui ont dit on ne pourra faire des eurobonds impliquant une mutualisation que dans telle proportion ou autre. Et ces eurobonds, c'est beaucoup plus important que la discussion sur la Banque centrale européenne. C'était ça qui pouvait permettre de consolider l'euro, c'est-à-dire résoudre une crise tout en faisant un pas de plus. Quand il y avait une crise, les collaborateurs de Jean Monnet disaient, ils étaient apeurés, Jean Monnet leur disait, oui, il y a une crise, il y en aura d'autres, mais il faut que de la crise sorte un progrès. Et pour l'instant, les pompiers ne peuvent pas générer un progrès. Voilà pourquoi, même en période de crise forte, on peut avoir une pensée sur l'avenir et on peut se mettre d'accord. Les désaccords avec l'Allemagne, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Croyez-moi, pendant 10 ans, j'étais souvent sur la ligne de téléphone, au milieu, c'était indiscret, entre M. Mitterrand et M. Kohl. Ça n'était pas facile non plus. Aujourd'hui, ça n'est pas plus difficile. Mais encore faut-il qu'il y ait d'honnêtes brokers et des idées qui tiennent compte aussi, quand on est français, de ce qu'est le système allemand. Le libéral Ordnung, l'économie sociale de marché, le fédéralisme, ce sont des données dont il faut tenir compte. Et il ne peut pas demander, de même que les Allemands ont tort de demander aux Grecs de devenir compétitifs à l'allemande. Mais tout ça, c'est aussi le travail que devrait faire la Commission. Rapprocher les points de vue, tuer les rumeurs, tuer les mauvaises idées, les mauvaises appréciations. Il n'y a rien de plus terrible que lorsque un chef de gouvernement arrive avec des notes qui lui disent du mal des autres ou le fait que les autres ont toujours tort. Le dénigrement, c'est une des pestes de la vie diplomatique en général et de la vie européenne en particulier. Merci. Voilà, je pense que si on pouvait avoir une voix féminine après toutes ces respectables voix masculines, ce ne serait pas mauvais. Merci. Magali Gravier, Associate Professor à la Copenhagen Business School au Danemark. Donc,
Vous parlez de solutions d'audace institutionnelle avec la création des eurobonds, et ma question rejoint un peu celle de Jean Leca. En France, on connaît bien depuis la Révolution cette idée qu'il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Est-ce que vous voyez les conditions réunies pour cette audace institutionnelle que vous appelez quelles pourraient être ces conditions d'audace institutionnelle? L'invitation est dangereuse puisque l'auteur de la phrase a été guillotiné 6 mois plus tard. Donc je vous recommande la prudence. Oui, mais nous sommes dans le... Moi, je suis dans le domaine des idées. Je n'ai aucune influence sur la politique française, comme chacun sait. Mon temps est passé. Je suis la génération des has-been, mais donc je suis sur le plan des idées, pas davantage. Et sur ce plan-là, le premier point qui doit être admis, c'est que les pays européens ne peuvent pas s'en sortir sans être plus rigoureux sur le plan budgétaire. Et quand je dis budgétaire, je prends l'ensemble des dépenses publiques. Par exemple, en France, sur 5 de dépenses publiques, il y a 3 pour la sécurité sociale et le welfare, et 2 pour les communes, les départements, les régions. Il faut de la rigueur. Mais cette rigueur, elle ne sera pas acceptée, elle ne sera pas mise en œuvre. Elle tuera l'Europe si, au niveau européen, il n'y a pas des éléments qui entretiennent l'avenir, des éléments de stimulation de l'activité. Donc, aux États, la rigueur, à l'Europe, la relance. C'est l'idée simple. Et ça, cette idée-là, on peut encore aujourd'hui la discuter, même avec Mme Merkel ou avec le Premier ministre si rigoureux, si dur des Pays-Bas. On peut le discuter, parce que ça ne passera pas sinon. Ça ne passera pas. Déjà, vous voyez, dans la plupart de nos pays, on a abandonné l'idée d'une croissance verte. On ne parle plus que de la croissance trop courte. Voilà encore un déficit intellectuel. La croissance de demain sera verte ou ne sera pas. Mais ce nouveau modèle de développement incluant l'environnement peut créer plus d'emplois que la croissance traditionnelle. Mais qui le dit? Y a-t-il un rapport sur ce plan dont pourraient discuter les chefs de gouvernement? Donc le problème n'est pas pour ou contre la rigueur, et même sur le dosage de la rigueur, il est sur l'obligation pour l'Union européenne de concentrer ses moyens pour donner de l'espoir à tous les pays et pour stimuler l'activité dans un bon sens. Et ça les eurobonds, c'était un des moyens de le faire. On pouvait les distinguer en deux. On pouvait avoir les eurobonds qui sont chargés de financer une partie de la dette publique et des europrojects pour le reste. D'ailleurs, la proposition, je l'avais faite en 1993 dans le livre blanc, dans un livre blanc. J'avais proposé des eurobonds, des emprunts obligataires pour les infrastructures nécessaires à la réalisation d'un marché unique. Eh bien, le Conseil européen a donné son accord, les ministres des Finances n'ont jamais pu se mettre d'accord entre eux. Ministre des Finances, j'en ai été, c'est une race assez particulière pour arriver à faire des convergences en Europe. J'ai à ma droite quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les convergences entre ministres des Finances, mais je vais prudemment lui éviter de se prononcer sur ce sujet-là. Je vois que Madame au centre a levé la main. Je vais vous demander de prendre le micro, qu'on vous entende bien. Merci, Monsieur Delors, pour ce que vous avez dit. Anne Corbett, London School of Economics. Il me semble que dans beaucoup de ce que vous avez dit, il avait en filigrane l'importance de l'éducation. Vous avez évoqué Erasmus, vous avez évoqué les belles phrases de Václav Havel. Si mes souvenirs sont bons et mes recherches, j'ai le souvenir de ce que vous avez dit au moment de Maastricht sur l'éducation. C'était surtout un sujet, une politique pour les États-nations. Est-ce que la crise vous fait revenir sur votre appréciation en 1992? Non, je ne reviens.
Je ne reviens pas là-dessus. J'ai obtenu ce programme Erasmus, que vous connaissez. D'autre part, au-delà de l'Europe, les États se sont mis d'accord sur une certaine structure des études universitaires. Et ça, c'est un point aussi très important. Mais pour le reste, et là, je me permets de vous parler en tant que président du rapport de l'UNESCO sur l'éducation en 1996. S'il y a des règles, s'il y a des principes généraux pour l'éducation, en revanche, compte tenu de l'existant, du passé, de l'héritage et des peuples, je pense qu'au-delà de ces orientations générales que je pourrais vous rappeler, eh bien, il se fait avant tout une question de responsabilité nationale pour être acceptée aussi dans la société telle qu'elle est. Par conséquent, l'Europe de l'éducation, c'est déjà, je vous dis, cette harmonisation des études supérieures, c'est ce programme Erasmus, ce sont, pour faire connaître l'Europe, mais ça se développe moins maintenant, les chaires Jean Monnet, et je remercie, mesdames les professeurs, elles, de s'occuper de cette question, car il faut faire connaître cette Europe. Voilà, mais pour le reste, si nous voulons entrer dans les détails et que je dois vous parler de l'égalité des chances, je ne traiterai pas ce problème de la même manière si nous parlons du système allemand, du système français ou du système finlandais, un des meilleurs d'ailleurs. Bon, donc je crois que pour l'éducation, j'en reste à cela. De même, je vous ai dit que pour la sécurité sociale, je ne parle pas des modèles sociaux, il y avait aussi des divergences dont il fallait tenir compte. Et puis, si on veut vraiment à la fois construire l'Europe en souveraineté partagée et maintenir les nations, il faut faire attention. Car sinon, nous laisserons évoquer la nation par ceux qui le disent avec excès, avec grandiloquence, et vite parfois derrière la grandiloquence, mais avec excès. Mais les nations existent. Moi, c'est ça qui m'a toujours opposé, d'ailleurs, quand j'étais président de la Commission, au mouvement fédéraliste. Enfin, nos disputes. C'est que le mouvement fédéraliste est né entre les deux guerres, devant la perspective atroce de cette guerre qui allait venir, un nationalisme exacerbé, l'échec de la Société des Nations, dont ils ont dit « la nation, c'est l'adversaire ». À l'époque, c'était un peu vrai. Mais aujourd'hui, dire que la nation est l'adversaire, c'est se condamner à détruire l'Europe, car les peuples ne suivront pas. Je serais tenté, pendant que le micro redescend, de prolonger cela par une question qui est, puisqu'on parle des peuples, il faut bien sûr se poser la question de savoir comment leur donner la parole. Jusqu'à présent, dans le contexte européen, le moins que l'on puisse dire est qu'on n'y est pas vraiment parvenu. On a bien sûr créé des élections dites européennes, mais elles n'ont pas suscité un mouvement en profondeur dans l'opinion, et elles n'ont pas suscité un réflexe d'adhésion particulière. Donc là-dessus, que peut-on faire? Premier élément, assez facile. Chaque fois qu'il y a un Conseil européen ou un sommet de l'Union, le chef de gouvernement doit aller devant son Parlement et expliquer ce qui est en cause. Et il doit y revenir 3 jours après. C'est ce qu'a fait Mme Thatcher pendant ces 10 ans. Elle était une adversaire de ma conception de l'Europe, mais pendant des 10 ans, chaque fois, la veille du Conseil européen, elle allait devant la House of Commons, elle y allait le lendemain. Qu'est-ce qu'on fait en France? Bon. Ça, c'est une... Deuxièmement, il est possible de développer les collaborations entre parlements nationaux et parlements européens. Elles sont prévues d'ailleurs, il y en a un des éléments qui sont prévus à propos du principe de subsidiarité dans le traité de Lisbonne. Alors là se pose un problème dont on discute beaucoup avec le président de notre Europe, là, dont je fais partie, avec M. Vitorino. Faut-il aller jusqu'à politiser de façon à ce qu'il y ait une majorité, une opposition en Europe? Il y a des gens qui disent que c'est ça qui, dans le fond, fera la différence. Donc, par exemple, aux prochaines élections, nous l'avons déjà proposé à notre Europe une fois, moi un peu avec réticence,
que les grands partis européens disent voilà quel sera le futur président de la Commission, lequel serait en même temps président du Conseil européen. Je ne veux pas dire patron, mais président, place vue. Et donc, on constituerait une majorité et une opposition. C'est tentant, puisque je dis nous-mêmes, nous l'avons proposé en Canada, mais je reste un peu réservé. Pourquoi? Parce que mon expérience de l'Union, surtout lorsque j'étais président, me montre que pour faire avancer l'Europe, on a besoin parfois de forces qui ne sont pas dans le même camp politique. Et que c'est vrai au Conseil européen et c'est vrai aussi au Parlement. Donc je suis un peu hésitant sur ça. De même que politiser la Commission, il y aura une majorité, une opposition. Alors là, la Commission est foutue. Là, ça n'est pas possible. C'est un collège. Donc sur cette idée-là, qui va séduire de plus en plus de gens, et moi-même, ne voulant pas avoir l'air d'être un empêcheur de tourner en rond, je suis prêt à faire, mais je me dis, est-ce que si demain, on a une majorité et une opposition, et qu'il y a des textes qui passent, qui ont besoin pour passer de plus de voix que ça, est-ce que l'opposition dira, ben non, de même que les adversaires d'Obama lui ont dit non pour ce qu'il voulait faire en matière budgétaire, de même que certains disent non pour le dernier traité à ratifier, parce que je suis l'opposition. Attention, attention, l'Europe ne s'est pas construite comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Mais à l'époque où je vous parle, les propositions que je fais avaient l'appui de beaucoup de socialistes en Europe, des démocrates chrétiens et d'une partie des libéraux. Si demain ils se trouvent dans deux camps différents, et si je considère que parce que je suis dans l'opposition, je dois m'opposer, alors je ne prends pas parti sur ça sur le plan national. Voilà, ça me dépasse. Mais sur le plan européen, je dis réfléchissons avant d'adopter cette règle. Parce que si d'un autre côté l'Europe est un bien commun, attention, on n'a pas les mêmes habitudes que dans nos pays. Donc je demande une réflexion. Mais si demain on me demande de signer un texte pour l'élection au suffrage universel du président de la Commission, j'hésiterai. Mais si on me demande à voter un texte disant les grands partis présentent un candidat qui sera leur candidat pour la Commission et pour lequel ils voteront lors du passage de témoins, là je suis d'accord. Mais pour le reste, je dis attention, je n'ai pas d'avis définitif. Je suis prudent parce que mon expérience a montré que les propositions que j'ai faites depuis 1985, si je n'avais eu que l'appui des socialistes pour parler de mon parti, ça n'aurait pas été vraiment suffisant. Des socialistes européens, j'entends. C'est ça. Est-ce que les votes à la majorité ne supposent pas, à la longue, l'existence d'une opposition? Non, parce que les majorités sont différentes. Si vous voulez, si vous faites une radioscopie du Parti populaire européen et du Parti des socialistes européens, vous verrez combien ils ont de nuances entre eux. Alors ils peuvent, pour une élection, trouver un candidat, etc. Mais il faut bien voir. Moi, j'ai assisté à toutes les réunions des socialistes depuis 25 ans avant un Conseil européen. Bon, j'espère que ça a changé, mais de mon temps jusqu'en 1995, ils se réunissaient, on avait une bonne discussion, on donnait la parole aussi. Et puis à la fin, ils partaient et ceux qui étaient au gouvernement se réunissaient entre eux. Ah, ça c'était... Ah non, vous voyez, par exemple, si à l'époque il y avait, mettons, 12 pays membres, s'il y en avait 5 qui étaient... On va se réunir, on va dîner ensemble pour préparer le Conseil européen du lendemain, en dépit. Donc vous voyez que ce n'est pas simple, parce que ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas les mêmes raisonnements, ou les mêmes réactions, ou les mêmes intérêts que ceux qui sont au pouvoir. Donc c'est de la porcelaine, la construction européenne. Alors avant de faire des grandes et radicales réformes, il faut penser à ça. Une petite donnée de fait pendant que le micro remonte.
Voilà. Ah, d'accord. Petite donnée de fait, juste pour compléter, qui est que quand on regarde les votes, Oui. même de nos jours, que ce soit au Conseil Oui. ou au Parlement, les majorités ne sont jamais les mêmes. Voilà. Ça change tout le temps. Et on peut penser que c'est un élément de la stabilité du système. Monsieur, vous avez la parole. Frédéric Vermeulen, fonctionnaire européen de l'Autorité européenne des marchés financiers ici à Paris. Vous êtes fonctionnaire en activité? Oui. Actuellement? Oui. Ah oui, compte tenu de votre âge, vous êtes en activité. Merci. Vous étiez président de la Commission européenne en 89, la chute du mur, qui a renforcé l'intégration des pays de l'Est. Attendez, vous parlez plus fort, s'il vous plaît. Vous étiez président de la Commission européenne en 89, l'année de la chute du mur, qui a renforcé l'intégration des pays de l'Est. Et aujourd'hui, quand on a cette crise financière, économique, qui créera certainement des défis de solidarité. Et aujourd'hui, il est normal qu'on parle de l'Espagne, de la Grèce, quand on parle de l'intégration monétaire. Mais on ne parle pas du tout de la situation difficile en Roumanie, les pays baltes. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'intégration européenne et au futur ? Tout d'abord, quand a été décidé à Copenhague l'élargissement aux pays de l'Europe de l'Est et du Centre, vous vous rappelez sans doute que le mood en France, l'ambiance, n'était pas très gai, très favorable. Et moi, j'ai fêté cet événement au nom des grands principes de la construction européenne, l'ouverture aux autres pays européens. Mais sur les modalités de l'élargissement et les précautions prises, je pense que l'on n'a pas été assez vigilant. On aurait dû prendre un peu plus de temps, se rendre compte de la situation de certains pays. Et ce n'est pas simplement une question d'aide à l'adhésion ou autre, et je pense qu'on aurait dû ne pas toujours se précipiter et faire attention de façon à ne pas mettre ces pays dans des situations impossibles. Alors on peut, je sais les critiques que l'on apporte, et vous les connaissez encore mieux que moi, puisque vous êtes dans le coup à la Bulgarie et à la Roumanie, mais je pense qu'il aurait fallu une période de transition un peu plus grande pour ces deux pays. Sinon, ils sont plongés dans un univers qui s'est encore aggravé avec la crise internationale. Et si vous voulez sortir de la nuit du communisme, sortir du système du parti unique, d'une certaine ambiance, de l'absence de démocratie, l'absence de syndicats, etc., c'est très difficile pour ces pays. Et on voit bien le mal qu'ils ont, même d'autres, à en sortir. Donc il aurait fallu, à mon avis, une transition un peu plus longue, ce qui n'aurait pas empêché de les associer aux grandes décisions de politique internationale. Mais je pense que l'on a été un peu vite. Sur le principe, j'ai été heureux et je reste heureux. C'est la vocation de l'Europe. Et pour les futurs élargissements, j'ai la même position. C'est ce qui explique ma proposition de la grande Europe, à côté de la coopération renforcée de l'Union économique et monétaire. Un peu plus de temps serait nécessaire. Et aujourd'hui, puisqu'on les a acceptés, vous savez, il y a un grand banquier français, M. David Veil, qui disait « Là où il y a des règles, il n'y a plus de morale ». Eh bien, il y a beaucoup de règles, mais il n'y a pas assez de morale. Et on ne peut pas construire l'Europe sans quelques vertus morales, quelques principes moraux qui guident et qui par moments nous conduisent à l'audace, à la générosité. C'est ça la question. Les règles, ça ne suffit pas. Merci. On va donner la parole à madame qui l'a attendu. Et puis on fera remonter le micro, si vous voulez bien, pour entendre quelques voix étudiantes qui ont été fort rares jusqu'à présent. Oui, merci beaucoup. Je suis médecin. J'ai travaillé à la mise en œuvre de programmes santé financés par la Commission européenne dans les pays d'Afrique. Et je me demandais quel regard vous avez sur ce que fait la Commission européenne dans ce domaine, dans le domaine de l'aide au développement,
notamment Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais surtout l'Afrique, et comment elle intervient entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, qui nous paraît, à nous, moins bien servie. Mais est-ce que vous le pensez aussi ? Votre dernière phrase, est-ce que Oui, comment la Commission intervient en Afrique anglophone et en Afrique francophone? Est-ce que vous pensez que l'Afrique anglophone est mieux servie par le Fonds européen de développement que l'Afrique francophone? Non, je ne crois Non. pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a, évidemment, c'est une scission. C'est une scission qui compte pour définir les caractéristiques des peuples des deux mondes. Mais ce qui a été fait pour essayer de regrouper ces pays, ne serait-ce que dans la zone franc, pour ce qui est des pays français, a été très positif. Une des difficultés des pays d'Afrique, c'est qu'ils ne peuvent pas raisonner seuls. Ils devraient raisonner ensemble. Ils le font de plus en plus. Le rôle de l'Afrique du Sud n'est pas négligeable de ce point de vue. Mais globalement, je suis témoin, pendant que j'étais là, que les services, les commissaires et les services responsables de la Commission ont toujours cherché à corriger des erreurs qui tenaient compte, qui résultaient d'un défaut d'appréciation, voire de nuance, selon les pays. Mais globalement, c'était des positives, mais elles le seraient encore plus s'ils incitaient ces pays à se regrouper entre eux. Imaginez par exemple que 5 pays d'Afrique francophone voulaient à un moment tous avoir une industrie du papier à vocation exportatrice. Pas possible. Donc il y a un effort à faire de ce côté-là, mais globalement, laissons de côté la politique française, globalement, je pense que et ce qui m'a frappé chez les fonctionnaires de la Commission, c'est leur capacité à comprendre les erreurs, à les corriger, et leur absence totale d'envie technocratique. C'est-à-dire qu'on ne les sentait pas là, peut-être plus, contrairement à d'autres directions de la Commission, ne les sentait pas d'avoir de goût technocratique, de jouer les Boy Scouts ou les cow-boys. Non, ils étaient vraiment attentionnés à ça et ils tenaient compte de ce qu'en côté. Il y a eu un moment au début, un commissaire qui est décédé, M. Nathalie, qui a été de ce point de vue remarquable parce qu'il avait une grande culture politique et une grande vision des choses. Merci. Bonjour. Gorda Shilekaite, en master Affaires européennes. Comment Je m'appelle Gorda Shilekaite, je suis en étudiante lituanienne dans un master Affaires européennes ici à Sciences Po. Ah, c'est ça. Merci pour un exposé très intéressant. Vous avez bien mentionné le nationalisme et je voudrais bien vous demander comment vous voyez l'interdépendance entre de l'un côté de l'Europe plus intégrée et de l'autre côté l'Europe où on peut trouver un peu plus de nationalisme chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de déficit déficit démocratique, mais à mon avis, on doit parler un peu plus de déficit, de l'absence des communautés européennes. C'est un bon exemple, par exemple, des protestes européennes par tous les pays européens, et aussi, par exemple, comme la Constitution en Hongrie, qui est un bon exemple de nationalisme européen. Bon, mon question est comment vous voyez l'interdépendance entre l'Europe qui est plus intégrée, l'Europe politique, l'Europe économique, et de l'autre côté, les nationalismes qui peuvent... comment je peux dire ça en français? Comment? Ressurgir, voilà. Merci. Voilà. Est-ce que l'intégration nourrit le nationalisme? Il me semble que moi j'ai eu beaucoup de chance pendant la période où j'étais président de la Commission. Je le dis souvent à M. Barroso,
Il le dit aussi lui-même, Jacques, c'était quand même mieux, plus facile de votre temps, c'est vrai. Je le reconnais. Et qu'est-ce qui a changé depuis? Chez les citoyens. 3 choses à mon avis. La globalisation, elle fait peur. Les gens cherchent des racines, des roots, ils ont l'impression que tout leur échappe. Et par conséquent, ils essaient de faire appel à ce qui est le plus proche, c'est la nation. Deuxièmement, il y a l'individualisme contemporain qui s'est développé et qui rend les gens moins sensibles, pas seulement aux solidarités, ce qui est plus ambitieux, mais même aux interdépendances. Et là-dessus, les hommes politiques ou les femmes politiques jouent bien entendu du nationalisme. Parce que le nationalisme rassure ces gens trop angoissés par la globalisation. Je ne parle même pas des problèmes d'immigration, mais c'est même des problèmes qui ont perturbé des pays comme les Pays-Bas et le Danemark même. Donc, si vous voulez, je pense que le contexte a changé, que l'air du temps n'est pas bon, que le réflexe de nationalisme, le nationalisme rampant, même quand vous voyez les comptes rendus des réunions du Conseil européen, ça se sent. C'est pas simplement, je ne parle pas simplement de la France et de la campagne électorale actuelle, où alors là, on déborde. Mais en général, je crois que les hommes et les femmes politiques se disent il faut quand même que la nation, c'est pour les gens qui les rassurent. C'est la nation qui les rassure, parce que la globalisation, on leur parle tous les jours de phénomènes extraordinaires qui se passent, que de pays qui vont nous surmonter, etc. Et puis il y a l'individualisme contemporain. Alors ça, c'est très discuté. Je suis un philosophe de bazar. Peut-être que je me trompe, mais moi, je vois la différence avec il y a 30 ou 40 ans. Et donc ces 2 éléments-là, à mon avis, rendent déjà plus difficile l'exercice de la démocratie au niveau national. Il ne faut pas se tromper. Certains disent du mal de la campagne électorale française, mais qu'ils aillent aux États-Unis ou qu'ils aillent dans un autre pays, ils verront. Donc tout cela, plus l'emprise des médias, c'est-à-dire l'instantané. Le projet européen est un projet à long terme. Le monde actuel vit sur l'instantané. Monsieur le ministre, il y a aujourd'hui des dégâts là, vous n'avez rien prévu, qu'est-ce que vous allez faire? Réponse dans les 10 minutes. C'est le quiz. Et bien, tout ça fait que c'était quand même un peu plus facile de mon temps. Et je comprends les difficultés actuelles en vous parlant grossièrement, et je m'excuse grossièrement. Tous les thèmes que j'ai développés mériteraient des nuances, des références à des gens calés, illustres, mais enfin, mon point de vue est là. Il y a aujourd'hui une forme de nationalisme rampant, une vision à court terme des choses, instantanée, qui rendent plus difficile d'expliquer et de faire avancer le projet européen. Merci. Alors, on prendrait volontiers une question étudiante, s'il y en a une en haut. Là. Et sinon, alors, oui, au centre, j'ai vu mademoiselle qui était là dans les starting blocks depuis longtemps. Merci beaucoup, Katharina Rettig, Master Affaires européennes. Il y a parfois une proposition qui est avancée d'instaurer une taxe sur les transactions financières sur le niveau européen et de prendre les recettes pour accroître le budget européen. Et j'aimerais bien savoir si, d'après vous, une telle taxe elle est faisable et si elle est même souhaitable. Et puis sur un plan plus général, est-ce que l'Union européenne, sachant que son budget est resté le même pendant plusieurs années maintenant, serait-il nécessaire de faire un budget plus grand, de donner plus de moyens à l'Union européenne pour, par exemple,
pour, par exemple, pouvoir donner plus d'argent pour la convergence pour les régions défavorisées. Merci beaucoup. Voilà, 2 questions bien précises. Et pendant, je vais peut-être vous demander de faire descendre le micro jusqu'au pilier qui est là à ma gauche, où monsieur l'attend impatiemment. Et pendant ce temps-là, je vais faire une petite annonce, si vous le permettez, Oui, j'en prie. pour vous dire qu'à la fin de cette séance, qui aura mis beaucoup Jacques Delors à contribution, nous avons un petit rafraîchissement qui nous est gentiment offert par le Journal of Common Market Studies à la salle Gogel. Donc, je tenais à le dire avant que tout le monde ne disparaisse dans le brouhaha. Monsieur, vous avez la parole rapidement, s'il vous plaît. Je répondrai aux Ah, deux. pardon, oui, c'est vrai, on va donner... D'abord, vous préférez que... Oui, je préfère prendre les différentes questions, comme il nous reste 5 minutes. Et nous avons monsieur ici pour une troisième et dernière. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, monsieur Delors, d'être venu nous exposer, nous rappeler combien l'Europe avait été difficile à construire et combien c'était une belle aventure. Simplement pour revenir brièvement sur ce qu'a dit Godin par rapport à la montée inquiétante des partis nationaux populistes et au malaise identitaire que traverse notre société. Ce que je voudrais rappeler, c'est que la crise que nous traversons est de plusieurs ordres. C'est une crise qui est à la fois financière, qui est économique, qui est sociale, qui est écologique, qui est démographique, qui est totale. C'est une métamorphose de société, c'est un changement. C'est pour ça que les gens sont un peu perdus et cherchent à se rattacher à des idéologies passées. Et la question que je voudrais vous poser, monsieur Delors, c'est est-ce que vous croyez vraiment aujourd'hui qu'une Europe social-démocrate est possible, qu'une alternative est possible aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va plutôt vers un éclatement de l'Union européenne? En tout cas, la façon dont il est construit aujourd'hui avec le modèle intergouvernemental et la tentation du repli sur les nations. Et donc la question que je vais vous poser, c'est d'abord si vous croyez vraiment que cette alternative est possible. Quelle alternative? Social-démocrate européenne, alors que la majorité des présidents européens sont conservateurs et que les présidents socialistes, Socrates, Papandréou, sont tombés les uns après les autres. Et la question que je vous pose, c'est une question d'avenir, une demande de conseil pour la jeune génération qui est ici présente dans cette salle. Quel conseil vous nous donneriez dans les 10-15 ans à venir pour la reconstruction de l'Europe? Merci. Et une question, mais rapide, à monsieur, avant de vous donner la parole pour vos propos conclusifs. Bonsoir. André Gatchov de la Russie. Monsieur le Président, vous n'avez évoqué qu'une fois la Russie, et même pas la Russie, mais Poutine, ce qui n'est pas les synonymes pour moi. Ma question est la suivante. Comme vous le savez, dans le temps encore soviétique, l'Europe pouvait servir pas seulement comme partenaire, mais aussi comme modèle, comme exemple pour la Russie et pour l'Union soviétique, l'époque. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la nouvelle Ostpolitik est possible, est imaginable, ou bien est-ce qu'elle est réduite, est-ce qu'elle est condamnée à n'être que la politique de marchandage énergétique entre l'Europe et l'agenda du pétrole et du gaz? Joli bouquet de questions qui mêlent la technique, les grands principes politiques, la politique étrangère, et vous avez 2 minutes pour en faire. D'abord, puisque vous êtes là, mon cher monsieur, je voudrais rappeler aux étudiants que selon moi, après la chute du mur de Berlin, nous devons à 3 hommes le fait que nous n'ayons pas connu des moments tragiques. Et parmi ces 3 hommes, il y a Gorbatchev. Je crois qu'il faut le saluer parce qu'on l'oublie trop. Je l'ai beaucoup fréquenté à ce moment-là. Et je vous assure que sans les gestes courageux qu'il a faits, sans parfois aussi cultiver un peu l'ambivalence sans laquelle rien n'était possible, eh bien il a épargné avec 2 autres personnalités que je nommerai pas pour ne pas vexer les autres. Il a joué un rôle exceptionnel. Et cela n'est pas rappelé même dans les livres d'histoire.
Vous savez, après la chute du mur de Berlin, nous aurions pu connaître des dizaines de millions de morts, tellement les choses étaient tendues. Il suffisait de 4 ou 5 mauvaises décisions, notamment concernant l'Allemagne de l'Est. Donc je voulais vous rappeler. Pour le reste, je pense qu'une grande politique est possible entre l'Union européenne et la Russie, mais à condition que l'Union européenne soit ferme. Et bien entendu, comme a dit le général de Gaulle, les États sont les États, ce n'est pas nous qui voulons voter pour les Russes. On a ce qu'on a, on en tient compte, mais une grande politique est possible avec la Russie, qui a quand même aussi beaucoup de points communs du point de vue historique et patrimonial avec l'Europe, mais pour ça, il faut être ferme et uni sur des choses simples. J'ai mentionné l'énergie parce que c'est, à mon avis, le point important. Et derrière ça, il y a beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, hein, comme chacun sait. En ce qui concerne la social-démocratie, bien entendu, un gros travail a été fait au sein du Parti socialiste européen sous l'égide de M. Rasmussen. Mais il n'empêche que la social-démocratie est mise au défi par la société actuelle. Les conservateurs peuvent dire les faits étant les faits, le marché étant le marché, mais ça ne peut pas être l'idée des... Or, les sociodémocrates, la social-démocratie réelle a été fondée sur 2 grands principes. Un compromis entre le capital et le travail et un compromis entre l'État et le marché. Il faut ajouter à ça un 3e compromis entre une communauté humaine et le monde. Mais c'est sur ces principes-là qu'il faut réfléchir. Et si ces 2 compromis ne sont pas réalisés, la social-démocratie n'est pas possible. On peut avoir le socialisme utopique, on peut avoir le pragmatisme, qui est sûrement la doctrine politique la plus répandue en Europe. On pourrait avoir des libéraux audacieux. On les cherche avec une lanterne, surtout que ces libéraux audacieux hésitent même sur quelques grandes mesures, comme la taxe sur les transactions financières. Bref, je ne dirais pas comme on l'enseigne aussi à Sciences Po que la social-démocratie est en crise, que c'est passé. Non. Les idéaux de la social-démocratie, une certaine conception de l'homme, des relations entre les êtres, des relations avec la nature, tout cela reste des fondements sur lesquels il faut rebâtir des propositions qui soient conformes aux faits tels qu'ils sont. Mais le Parti socialiste européen a fait beaucoup de travail avec M. Rasmussen, mais il y a quand même, bien entendu, encore de grandes différences. Il y a des socialistes européens qui considèrent que M. Schröder a été odieux, d'autres qui trouvent que Schröder a beaucoup aidé son pays et est à la source de la prospérité allemande actuelle. Donc vous voyez, c'est difficile. Mais sur le plan des principes, il n'y a qu'une chose que je récuse, la social-démocratie, dans ses valeurs, dans ses principes, n'est pas surannée, elle est toujours actuelle. Mais il y a un effort de réflexion considérable pour tenir compte, par exemple, le compromis entre le capital et le travail. Il faut voir quel est l'état des syndicats et des représentants des travailleurs dans nos sociétés. Le compromis entre l'État et le marché, il est mondial, mais l'Union européenne n'a même pas, elle, des interlocuteurs capables de dialoguer avec ce marché. Donc tout ça doit être revu, ou alors on se contente de se laisser aller au fil de l'eau avec des hommes politiques et des hommes et femmes politiques qui ont toujours la bonne rhétorique, les bons langages, qui font appel parfois aux sentiments les plus vulgaires pour pouvoir mettre une réélection. Ça, c'est toujours possible. Et je répète, la social-démocratie n'est pas morte. Et je vous le dis d'autant plus que je suis un social-démocrate d'origine nordique, pas par mes origines. Et ce qui m'a amené à la social-démocratie, c'est l'analyse, quand j'avais 20 ans, des modèles suédois, danois et suédois et danois à l'époque. Ensuite, Finlande, ça, j'ai beaucoup étudié. Donc je suis un petit peu un étranger dans mon pays.
si vous voyez ce que je veux dire. Mais la social-démocratie, pour moi, j'ai beaucoup étudié aussi le système allemand, la social-démocratie allemande. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les Anglais. Mais eux, je trouvais qu'ils n'avaient pas trouvé la bonne orientation. Passons. Même du temps de Blair. Mais la social-démocratie, c'est ça que vous voulez me faire dire, elle a un avenir. Il faut travailler. Il faut travailler dur et regarder les réalités en face. Et ne pas peindre la réalité avec des sons. Taxe sur les transactions financières, je suis pour, et même pour que l'Europe l'applique, même si le monde ne l'applique pas. Oui, mais là, il y a la City, il y a la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on doit l'appliquer sans la Grande-Bretagne? Est-ce que ça va faire fuir les capitaux? Non. Même sans la Grande-Bretagne, on peut l'appliquer. Car c'est déjà à Londres que se règlent beaucoup d'affaires financières et beaucoup de choses. Il nous manque d'avoir créé en Europe continentale un puissant centre financier capable de traiter pas seulement des actions, mais aussi des emprunts d'État, des dérivés et autres. Cela nous manque. Peut-être qu'un jour, Paris, Francfort se mettront d'accord. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Quant au budget de l'Union européenne, vous savez, 100 € dépensés en France ou en Pays-Bas, parfois, donnerait davantage de résultats si ces 100 € étaient dépensés au niveau européen. C'est le cas pour les infrastructures, pour la recherche, pour l'innovation. Donc voilà des domaines dans lesquels, même d'un strict point de vue de rationalisation des choix budgétaires, il vaudrait mieux que ça soit fait au niveau européen. Oui, mais voilà. Les pays ont dit, puisqu'on applique la rigueur chez nous, on va le faire sur le budget européen. Sans perspective, sans se demander quels sont les problèmes de demain, sans se rappeler ce qu'ils ont décidé à Lisbonne en l'an 2000 pour faire une Europe compétitive, une Europe dans le coup. Ils ont oublié tout ça. Ça, c'est vraiment triste. Alors je deviens de plus en plus pessimiste, il faudrait mieux que je m'arrête. Hein? Mais ça, ce n'est pas possible. Il faut se battre contre ça. Parce que faire progresser l'Europe, ce n'est pas facile, mais faire mourir l'Europe, ce serait encore plus difficile. Mais c'est ce que... Ces applaudissements vous disent mieux que je ne pourrais le faire. Toute notre gratitude, Monsieur le Président, pour ces 2 heures. Vous avez cité tout à l'heure Gramsci, et ma foi, j'ai entendu beaucoup de Gramsci ce soir. Mais j'ai aussi noté votre message pour la jeunesse qui est « il faudra travailler ». Alors, sur cette invocation volontariste, je vous rappelle quand même qu'avant de travailler, vous êtes cordialement invité à la petite réception offerte par le Journal of Common Market Studies. Et je ne voudrais pas enfin terminer cette séance sans dire un mot spécial de remerciement à Katia Rio qui nous quitte, qui a beaucoup couru et qui a organisé cette séance et à laquelle nous sommes tous redevables de son bon déroulement. Merci à tous et à très bientôt. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Et on parle aussi ce soir.